Salut LP, Hey, salut Seb. ça va bien? Certain, toi aussi? Oui, j'espère que vous allez bien, vous aussi. On est au jardin du jour d'après encore, mais on est rendu mi-septembre. Il commence à avoir des choses qui sont prêtes au jardin. Ça va bien, ça avance. On va faire le tour aujourd'hui dans cette capsule-là du jardin encore pour montrer à tout le monde comment ça se passe. Mais on va y aller avec nos tomates. Certains, les tomates sont prêtes à être récoltées. Oui. Ce qu'il faut qu'on se rappelle, Seb, là, c'est qu'on est au Bas-Saint-Laurent ici. Fait qu'il faut apporter une autre approche au jardinage, là, puis surtout en ce qui a trait aux tomates, là, qui d'habitude poussent dans des climats plus chauds. Puis, donc, il faut expliquer, c'est qu'on a de la difficulté à les faire rougir, nous, ici, à l'extérieur. Là. Tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui les font rougir à l'intérieur. Oui. Fait que c'est mon cas aussi. Mais je vais vous donner quelques petits trucs pour être en mesure de garder la saveur et les éléments nutritifs là, que la tomate nous apporte. Oui. Donc, dû au climat, dans le Bas-Saint-Laurent, on est obligé d'adopter des techniques pour être capable d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Donc, au niveau des tomates, on peut les récolter quand ils sont 50% mûrs et les rentrer à l'intérieur pour les faire rougir. Oui. Donc, quand je dis mûrs, là, je veux dire 50% rougis. Là. Ouais. Donc, on rentre ça, on les met à l'intérieur. Moi, je les empile dans une chambre assez sec et à température pièce et je mets des feuilles de journaux de préférence à la noirceur. Je les regarde aux 7 jours, puis lorsqu'ils sont toutes mûrs et toutes rouges, c'est là que je fais ma sauce tomate. Donc, c'est un petit truc comme ça qu'on peut adopter pour être capable de faire pousser à l'extérieur des tomates sans avoir besoin d'installation. Là. Donc, c'est vraiment des tomates italiennes. Et cette année, mon premier choix, les tomates saucées étaient le bon. C'est pas que les autres étaient pas bonnes, c'est que les tomates, c'est vraiment les plus grosses, les plus juteuses là, de tout ce que j'ai essayé. Donc, les 42 jours, ils sont super bonnes au croquet. Évidemment, en ce moment, sont prêtes. C'est les seules qui ont vraiment rougi. Les subarctiques, eux autres aussi, ça fait des grosses tomates, mais ils tardent à mûrir. Là, puis j'ai l'impression qu'ils se mettent à craquer en ce moment à cause des changements drastiques de température. Mais ces subarctiques, ça ne devrait pas pousser mieux ici? Ce qui est le fun de l'agriculture, là, c'est que ce qui va fonctionner chez toi à 3 pistoles parce que tu es à côté d'un stationnement et que c'est plus chaud, va pas fonctionner peut-être chez nous. Puis, donc, c'est ça qui est beau finalement de l'agriculture parce qu'on doit adopter les méthodes en fonction de où est-ce qu'on est puis la réalité de chaque terrain a sa particularité. Exactement. Je te ramène à tes tomates, puis tu me disais, je mets un papier journal sur mes tomates. Est-ce que tu utilises d'autres techniques pour les faire rougir plus vite? Est-ce que tu en connais d'autres plus vite? Parce que moi, j'en connais. Vas-y donc. L'éthylène, qui est un gaz qui est dégagé par certains fruits lorsqu'ils mûrissent, permet également à d'autres fruits et légumes de mûrir. Donc, il est fortement conseillé de mettre une pomme ou une banane, mais on va y aller avec le Québec, on va y aller avec la pomme, de rajouter une pomme qui est en train de mûrir à travers nos tomates. Cette pomme-là va dégager de l'éthylène et permettre aux tomates de mûrir plus rapidement, donc de rougir plus rapidement. Donc, ça accélère le mûrissement. Exactement. Wow. C'est vraiment le principe de l'éthylène. Il y a peut-être d'autres fruits et d'autres légumes là, qui pourraient fournir de l'éthylène aux tomates, là, mais les trucs que je connais, c'est vraiment la pomme. C'est bon à savoir. Oui, ça fonctionne, je l'ai essayé. Lorsqu'on a décidé de faire de la paysannerie, on avait en tête aussi, je pense, de se détacher un petit peu du réseau agroalimentaire mondial, d'avoir une autonomie face à l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement mondiale, parce qu'on est hyper dépendant de tout ça. Puis je pense qu'il faut être résilient face à notre choix alimentaire. Tout à fait, parce qu'avec le contexte actuel incertain sur le plan mondial, les changements peuvent avoir de lourdes conséquences sur nous. Ouais. Je pense à l'augmentation du prix du pétrole, par exemple, qui peuvent faire augmenter le prix de la nourriture, surtout en hiver. Ici. Donc, en réponse à ça, on parle de résilience alimentaire. La résilience alimentaire, qu'est-ce que c'est? Ça se définit comme sa capacité à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps et malgré les perturbations non prévues.
Donc, l'exemple de l'augmentation du prix du gaz, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Tout d'un coup, ton chou-fleur, il coûte 8$ à l'épicerie. Là. Si tu n'as pas fait pousser de chou-fleur pendant ton été, ben ça se peut qu'elle soit plus rough l'hiver. Oui. Donc, c'est important de revoir nos choix, dans le fond. Bien, de faire les choix sur la consommation plutôt locale, changer nos habitudes de vie, apprendre à consommer ce qui pousse ici dans l'idée que notre consommation a un impact social et environnemental au niveau mondial. Le cas de la banane est éloquent à quel point rentrer dans notre culture alimentaire depuis plusieurs années en Amérique du Nord. Et elle a un poids social et environnemental important énorme, sur le plan humain. Juste l'exemple de la Chiquita Brand, les conditions de travail qu'elle donne aux employés en Amérique centrale et du Sud démontrent la non-logique de ce système mondial qui fait fi des violations de droits humains. Alors, dans la chronique de la Régine de cette capsule, je voulais vous présenter le vaporisateur. Cet outil a plusieurs usages. Premièrement, on peut appliquer un insecticide. Dans notre cas, c'est sur l'ail avec la teigne du poireau qui attaque fortement, donc on applique du BT. Deuxièmement, les fongiques, l'application d'antifongiques pour combattre les champignons. On connaît sur les arbres fruitiers la tavelure pour le pommier et pour les tomates, le mildiou. Et troisièmement, une pratique qu'on connaît peut-être un peu moins, la fertigation foliaire, qui implique de mélanger de l'eau avec un engrais soluble, liquide, pour le vaporiser sur le feuillage des plantes pour permettre une fertilisation et une absorption par les pores de la plante. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir avec cet outil. Le nettoyage, entre autres, des buses. À force de l'utiliser, on peut emboucher là, avec les petites particules qui viennent se loger. Donc, de l'ouvrir et le rincer à l'eau, ça permet une meilleure couverture sur le foliage. Tu nous l'as déjà dit, LP, un des secrets de tes tomates, c'est la fertilisation rigoureuse que tu as fait. Mais maintenant, dans une autre période de l'année, donc il faut fertiliser différemment. Explique-nous ça un petit peu, s'il te plaît. Donc, on vous a montré dans la dernière technique comment fertiliser pour avoir une croissance végétative, faire du feuillage, des branches. Maintenant, on met un autre type d'amendement pour pouvoir accélérer la croissance des fruits, mais plutôt la maturation des fruits. On se rappelle, on est dans le Bas-Saint-Laurent, donc le temps de saison la saison est courte. Donc, il faut user de techniques là, en attendant que notre sol soit bien riche. Donc, je le rappelle, c'est juste la 3e année, mais on vise dans le futur un sol qui puisse s'autosuffire au niveau des éléments nutritifs. Il y a justement 3 produits que tu veux nous montrer. Voilà. Donc, on a 2 formats différents dans un produit, mais tu as 2 produits différents que tu veux nous montrer. Oui, effectivement. Celui sous forme de granules ici, c'est toujours le même principe. Les deux, c'est le même principe. Oui. Donc, on cherche à avoir du potassium en plus grande quantité. En grande quantité pour pouvoir que le message que ça envoie à la plante, c'est fais rougir tes fruits ou continue de faire pousser tes fruits et fais-les rougir parce que l'hiver s'en vient. Donc, 4, on se rappelle, c'est pour le phosphore, l'enracinement, et 4 pour la croissance, donc qui est moins important. Présentement, c'est vraiment ce qu'on recherche, le 3e chiffre le plus élevé. Et c'est une formule qui est sous forme liquide. Donc, c'est des algues qui sont réduites en liquide. Même principe, 0,606. Donc, pour aller chercher le potassium. À une fréquence, je vous dirais, de 1 fois par semaine. À partir de la mi-août, voire première semaine de août, moi, je commence à fertiliser, entre autres, les tomates. Oui. Ce qui est intéressant avec la granule, c'est que souvent, elle a un apport élevé en calcium. Et le calcium, peut-être que vous avez déjà vu ça dans votre jardin, si une tomate a ce qu'on appelle un cul noir, excusez-moi, c'est un manque en calcium. Donc, je dirais que c'est pas un ou l'autre, mais c'est un et l'autre. Dans la mesure où on peut aller chercher ça avec, c'est-à-dire le calcium avec la grenaille de poule. Et une autre technique qui ne coûte rien, donc broyer des œufs, des coquilles d'œufs, pardon, et les mettre au ras du plant, et dans l'idée de donner une bonne dose en calcium au plant de tomate. Grâce à ça,
tu as les belles tomates qu'on peut retrouver dans les jardins du jour d'après présentement. Oui, tout à fait. En attendant que notre sol soit riche en éléments nutritifs et qu'il y ait une vie qui se crée dans le sol, on utilise ça, mais je te rappelle que le but, l'objectif... On a du vent au jardin du jour d'après. Mais l'objectif, Seb, c'est vraiment de ne plus utiliser ça, de ne plus avoir de choses qui rentrent de l'intérieur, mais d'avoir un sol suffisamment riche pour que tes tomates soient autosuffisantes elles aussi. Puis parle-moi-en de ta récolte de tomates. Ça commence, là, voyez-vous, on est à la première semaine de septembre, puis on a nos premières tomates italiennes qui commencent à sortir. Donc, c'est sûr, c'est tard, mais on fait avec le climat ici, on s'adapte. On a la chance d'être chez Alexandra. Salut Alexandra. Salut! Qu'est-ce qui se passe de beau chez vous? Plein de choses, le fun. Moi, je suis herboriste en fait, donc je fais pousser des plantes médicinales dans mon beau petit jardin. C'est notre première année cette année sur le terrain ici, fait que ça pousse. Ben, en fait, moi, j'ai une petite ligne de produits là, qui s'appelle Clotilde du Ballet, fait que mon objectif, en fait, ce serait vraiment le plus possible là, d'arriver à fournir pour 100% de mes produits à moi. Puis mon objectif aussi dans mes produits et donc dans mon jardin, là, c'est de produire le plus possible des plantes qui sont... qui ont le moins de contre-indications possibles, qui sont le plus versatiles aussi possible dans leurs usages, qui sont le plus à même de pouvoir être prises facilement par un peu tout un chacun là, dans sa petite pharmacie naturelle avec pas sans nécessité d'avoir là, une grosse formation compliquée là, ou quelques connaissances suffisent pour pouvoir les utiliser le plus possible au quotidien. C'est ça mon objectif. En terminant, on a eu souvent la chance de parler des jardins du jour d'après parce que c'est notre laboratoire, mais on n'a pas eu de présentation officielle. LP, fais donc une présentation de ton terrain. C'est vrai qu'on a été pas mal dans le potager, là, les activités qu'on a faites se déroulaient plutôt là, mais il y a une autre section qui est la section verger, petite forêt nourricière où on expérimente avec les aléas de la nature. Donc, bien sûr, ils vantent ici, comme vous pouvez l'entendre. On a besoin de se mettre des brise-vents. Première année, c'est ça qu'on a fait pour essayer que le vent qui provient... La première année qu'on est arrivé ici, on n'a pas planté d'arbres fruitiers parce qu'on voulait observer le terrain. On a planté les arbres de brise-vent pour être capable de se bloquer un peu du vent. Mais les fruitiers sont venus à la deuxième année parce qu'on voulait prendre le temps de regarder comment était fait le terrain. Les pentes, le vent dominant, les expositions au soleil, par exemple. Donc, on a réfléchi en fonction principalement du soleil, donc du sud, dans l'optique de mettre les plus gros arbres à l'arrière et faire une succession d'arbres qui sont de plus en plus petits pour aller à des couvre-sols, entre autres. Donc, tout ou en grande partie qui est sur cet aménagement-là est comestible. Donc, plusieurs fruitiers, mais bien sûr des plantes médicinales, en grande partie des plantes qui se font par infusion et dans l'optique de pouvoir créer une biodiversité. Donc, on peut voir qu'il y a un petit étang, un petit point d'eau. C'est vraiment dans l'idée qu'on veut attirer les oiseaux, on veut attirer les abeilles, les pollinisateurs qui ont besoin d'un endroit pour s'abreuver si on veut qu'ils fassent du miel ou qui veut polliniser nos fruits. Donc, on a vraiment dans l'optique de favoriser la venue de biodiversité pour créer un espèce de système qui s'autogère avec les amphibiens, par exemple, qui vont jouer un grand rôle pour la lutte aux insectes nuisibles. Bien, merci LP. Ça fait plaisir, man. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis partagez en masse.